On va attendre quelques minutes avant de démarrer le live pour qu'il y ait un peu plus de monde sur le live. C'est pas normal. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, l'architecte de la transition numérique des entreprises OnePoint et en partenariat avec le journal La Tribune. Une diplomate. Une présidente. Une autodidacte. Une fondatrice. Une activiste. Une femme d'affaires. Madame Hudon, vous êtes une ambassadrice depuis bien plus longtemps que votre récente entrée dans les affaires diplomatiques en 2017 ne le laisse entendre. Madame Hudon, votre monde est celui où adaptabilité et rapidité sont les maîtres mots. Vos débuts sont marqués par une entrée en politique, au sein de divers ministères. Vous allez vite et l'assumez. Trop vite peut-être, au point de voir votre image associée à celle d'une femme vivant dans un univers feutré et privilégié. Hors des réalités ? Votre impatience est pourtant le vecteur clé qui fait de vous une femme d'action qui n'a pas peur de son ambition. Preuve en est, votre ambition dévorante vous pousse à délaisser la politique au profit du secteur privé. En 2002, vous intégrez la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et en prenez la présidence en 2005. Vous vous faites connaître et apprenez en tant que femme dans un monde d'hommes. L'apprentissage. Voilà un nom qui vous accompagne au quotidien. Vous n'avez en effet aucune expérience du monde de l'assurance lorsque vous le rejoignez en prenant la direction de la financière Sun Life au Québec en 2010. Une femme, et novice de surcroît, à la présidence. D'aucuns en auront sans doute jasé. La mission qui vous est confiée est d'autant plus exigeante qu'elle est aussi ambitieuse. Redorer le blason de Sun Life. En dépit des difficultés rencontrées, vous ne renoncez pas à mettre en place un leadership fondamentalement tourné vers l'humain. L'humain. Voilà la cause pour laquelle toujours vous vous battez. Ambassadrice du combat pour l'égalité des sexes, vous vous voulez représentante de la diplomatie féministe en faisant la promotion de la place des femmes aux postes à responsabilité. Les femmes ne manquent pas d'ambition. Elles ont seulement peur de la révéler et de l'apprivoiser, dites-vous. Votre solution ? Cofonder l'EFEA en 2017, une initiative propulsant l'engagement professionnel des femmes en leur présentant des leaders inspirantes et en leur offrant les outils adaptés aux nouvelles réalités des femmes. Votre engagement et votre détermination attirent l'attention. En 2018, le Premier ministre canadien Justin Trudeau vous nomme coprésidente du Conseil consultatif sur l'égalité femmes-hommes du G7. Mieux encore, ce dernier vous sollicite en 2017 pour devenir ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Vous devenez alors la première femme, mais aussi la première personnalité issue du secteur privé à occuper cette fonction. Sans nul doute, l'esprit pionnier, qui nous est tous ici fort familier à l'ESSEC, vous aura-t-il guidé. Ambassadrice du Canada, ou peut-être devrions-nous nous cantonner à l'ambassadrice du CETA, tant les objectifs de vos missions semblent focalisés sur les relations bilatérales entre le Canada et l'Union européenne. Une ambassadrice CETA, disions-nous, profondément humaniste, et pourtant chargée de faire primer les intérêts du libre commerce sur la santé et la protection des consommateurs. Drôle d'humanisme. Madame Hudon, ces différents tableaux vous présenteraient presque comme une femme parfaite, ayant su rebondir dès vos premiers échecs. Et justement, en toute modestie, vous vous refusez ce terme, lui préférant l'alternative demi-succès.
pour ne pas tarir les compliments qui vous sont faits ou ternir votre portrait? Margaret Thatcher, première femme à diriger une grande démocratie d'Occident et que vous admirez tant, déclarait: en politique, si vous voulez des discours, demandez à un homme. Si vous voulez des actes, demandez à une femme. Madame Hudon, vous qui aimez tant prendre exemple sur cette personnalité hors du commun, ce soir, nous aimerions vous poser une question. N'incarneriez-vous pas une nouvelle dame de fer tirée à 4 épingles dans un gant de velours? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, au nom des Mardis de l'ESSEC, un excellent débat. Merci Axel et Maëlie pour cette présentation. Madame Hudon, comme le veut la tradition, vous disposez d'un court droit de réponse à la présentation qui vient d'être réalisée. Premièrement, merci beaucoup à vous deux. J'avais écouté, regardé certaines des rencontres précédentes et je m'attendais à recevoir des petits commentaires de votre part. Je trouve très intéressant et très intéressante la perspective que vous avez de mon profil et de mon parcours. Votre dernier commentaire sur Thatcher. Je veux vous dire qu'on m'avait dit, lorsque je suis arrivée en France, il ne faut pas mentionner que Thatcher vous inspire parce qu'elle représente en France ce qu'on aime ne pas aimer. Et je l'ai quand même dit parce que à l'époque où cette femme politique était en politique, c'était quand même assez spectaculaire de la voir naviguer parmi tant d'hommes. Et probablement qu'elle serait à la tête de son pays aujourd'hui, qu'elle aurait des comportements différents. Mais c'est quand même une femme qui s'est démarquée dans une époque qui était bien autre qu'aujourd'hui. Oui, vous avez mentionné mon ambition et je l'assume à plein. Et j'assume l'ambition de vouloir faire non pas la différence, mais une différence. Et j'assume l'ambition et la passion que j'ai de gagner. Et à vous, étudiants et étudiantes en commerce, vous avez certainement cette même passion de vouloir gagner, probablement pas à tout prix, mais de vouloir performer et de vouloir toujours aller plus loin. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir et je vais me laisser guider par vos questions, vos commentaires, à vous, Félix, Axel, mais également les questions que vos collègues de classe voudront bien me poser. Alors, je suis tout à vous pour cette prochaine heure. Eh bien, sachez, Madame l'ambassadrice, que c'est un plaisir aussi de vous accueillir ici ce soir. Pourquoi? Parce que vous représentez un grand pays, allié de la France, mais aussi un partenaire économique important. Nos deux pays ont des relations anciennes, profondes et riches dans de nombreux domaines. Et c'est donc un moment privilégié avec vous qu'il m'est donné de vivre ce soir. Si vous le voulez bien, notre échange s'articulera autour de 3 principaux axes. D'abord, vos fonctions aujourd'hui d'ambassadrice du Canada en France et à Monaco, puis votre mission, son contenu et votre touche personnelle, d'abord en se penchant sur les relations économiques de nos deux pays, puis sur ce qui les lie plus profondément. Enfin, nous vous ferons parvenir certaines questions que les auditeurs auront posées. Ça vous va? Ça me va. Parfait. Donc, Madame l'ambassadrice, vous avez été choisie par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et si son gouvernement est venu vous proposer ce poste, c'est parce qu'il considérait que vous étiez une ressource rare, un atout nécessaire pour les relations entre le Canada et la France, tout en prenant en compte que vous n'étiez pas issu de la carrière diplomatique. Donc ma première question est simple. Comment avez-vous accueilli cette proposition et était-elle inattendue pour vous? Elle était, premièrement, merci Félix pour cette première question. Donc, cette invitation et cette offre étaient totalement inattendues parce qu'au Canada, comme en France, la carrière de diplomate, ça se choisit en sortant de l'école,
et on forme des diplomates. Donc, on ne met pas sur notre liste de postes auxquels accéder de devenir ambassadrice ou ambassadeur si on n'a pas choisi le service extérieur. Néanmoins, tous les premiers ministres au Canada se gardent le privilège de signer la nomination de tous les ambassadeurs et ambassadrices et se gardent également le privilège de choisir certains des ambassadeurs et des ambassadrices. Paris, Londres, Washington, Beijing sont entre autres des ambassades où le premier ministre et tous les premiers ministres canadiens se gardent le privilège de décider, de choisir la bonne personne qui répond au moment précis où la nomination vient à échéance. Et donc, le premier ministre Trudeau a voulu se garder ce privilège pour Paris en pensant à quelques-unes de ses priorités. Première grande priorité du premier ministre Trudeau, il se dit lui-même féministe et a voulu, dès 2015, lors de son élection, marquer cette volonté de la parité avec des actions très concrètes. Vous vous souviendrez peut-être en 2015 de la formation de son premier cabinet, qui était un cabinet paritaire, et les journalistes qui lui avaient demandé « Mais pourquoi, Monsieur le Premier ministre ?» de lui répondre « Parce que nous sommes en 2015 ». Cette volonté politique, il l'incarne, mais il l'incarne à travers des actions sur le terrain. Il a voulu féminiser la représentation du Canada à l'étranger. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 2015, la représentation des femmes à titre d'ambassadrice était de 23%. Et il a voulu rapidement changer le cours des choses pour introduire une plus grande parité. Alors, premièrement, femmes. Deuxièmement, le premier ministre, au lendemain de la négociation du CETA entre le Canada et l'Union européenne, a voulu marquer la relation bilatérale France-Canada, en plus de la garder autour de l'amitié et de la paix. Il a voulu donner une saveur économique à cette relation et de là où il a choisi de nommer une personnalité de la communauté des affaires. Donc, je vous dirais que ces deux éléments, et là, je parle en son nom, mais je pense pas trop me tromper, mais ces deux éléments ont fait en sorte qu'il a arrêté son choix sur ma candidature. Maintenant, quand j'ai reçu l'appel en juin 2017, j'ai été totalement stupéfaite. Je savais par instinct sur le moment précis que j'allais accepter, mais j'ai néanmoins pris le temps de réfléchir si cette opportunité arrivait au bon moment dans ma carrière et au bon moment dans ma vie tout court. Et j'ai accepté de servir mon pays à titre d'ambassadrice du Canada en France. Et je dois vous dire que pour une Montréalaise, une Québécoise, canadienne, francophone, d'être diplomate, s'il y a un endroit qu'on peut rêver, c'est Paris, et à juste titre. Alors, donc, une grande surprise, un grand privilège que je déguste à chaque jour parce que je relèverai ce défi qu'une seule fois dans ma carrière et c'est ici à Paris que je relève ce défi. Bien, vous parliez de servir votre pays. J'ai une autre question un peu plus personnelle. Vous avez, au cours de votre carrière, eu des postes à responsabilité. Donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau quand vous êtes arrivé donc, à l'ambassade du Canada en France à Paris. Mais vous avez des responsabilités nouvelles qui sont sur vos épaules, à savoir que vous êtes un symbole, vous représentez votre gouvernement, votre pays, votre peuple, vous parliez du Québec, du Canada. Comment incarnez-vous cette nouvelle fonction et comment avez-vous pris la mesure de cette nouvelle fonction en arrivant à Paris ? Vous allez être invité durant votre parcours professionnel, une fois gradué de l'ESSEC et vous allez choisir un parcours ou l'autre, vont se présenter devant vous différentes opportunités qui seront soit similaires ou très différentes aux responsabilités que vous avez ou que vous auriez. Et un
il ne faut pas trop craindre la différence et les grands chambardements dans votre carrière. Et il faut oser aller essayer autre chose et surtout se déstabiliser ou du moins sortir de sa zone de confort. Maintenant, quand on accepte cette trajectoire, on peut avoir le premier réflexe de vouloir répliquer de poste en poste exactement les mêmes comportements, les mêmes façons de faire. Et je me souviens qu'à mon arrivée ici à l'automne 2017, j'arrivais avec un bagage de façon de faire à la communauté des affaires et je savais très bien qu'il y aurait choc d'idées, choc de façon de faire et que je devais pas nécessairement tout mettre de côté dans mes façons de faire, mais que je devais probablement adapter mon style. Donc, oui, je suis je ne sais pas si le mot symbole est le correct mot, mais disons qu'on me regarde un peu plus qu'on regarderait une autre diplomate. Un, parce que je ne suis pas de la carrière. Et deux, certains pouvaient ou peuvent encore croire que des faux pas sont plus faciles par quelqu'un qui n'a pas l'expérience de la diplomatie. Mais j'ai gardé ma façon de faire, j'ai adapté mon style et surtout, ce que j'ai dû accepter, c'est que la diplomatie vit dans un temps lent et long. Et ça, c'est la grande différence de la communauté des affaires où on vit à un rythme trépidant et où les décisions se prennent à une vitesse fulgurante. Alors, ça a été pour moi la plus grande zone d'adaptation, ce temps lent et long. Et pourtant, parfois, vous devez faire face à des crises, non, j'imagine, en tant que diplomate. Et ce temps, il s'accélère d'un coup. Et est-ce que vous retrouvez un peu certaines bases que vous aviez peut-être dans le temps des affaires, à devoir prendre des décisions rapidement et vous adapter? C'est un très, très bon point, Félix, que vous faites parce que, et on l'a vu dans les derniers mois, la formation que j'ai du milieu des affaires me donne certaines aptitudes à gérer des crises que les diplomates ont également, mais disons qu'on est plus prompt dans le milieu des affaires à identifier les crises et surtout, beaucoup plus confortable avec la prise de risque. Parce que par définition, un haut fonctionnaire n'ira pas vers une trop grande prise de risque. Alors, je vous dirais que dans la dernière année, pour gérer la crise qui sévit depuis presque 12 mois, les aptitudes que j'ai développées dans le milieu des affaires, à savoir la gestion de crise, m'ont été très utiles, mais ont été également très utiles à l'équipe et à la mission, parce que vous pouvez vous en douter, au mois de mars, lorsque la crise de la COVID a débuté, c'est devenu rapidement une crise consulaire et il a fallu gérer à la fois l'anxiété des employés, mais également l'anxiété des Canadiens et des Canadiennes qui voulaient retourner au pays et l'anxiété des Français et des Françaises, particulièrement des étudiants, qui voyaient leur château de cartes s'effondrer, leur rêve d'aller étudier au Canada s'effondrer. Alors, il y a eu cette gestion de crise qui, d'après moi, mes habiletés développées dans le milieu des affaires m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Non, bah, c'est assez clair en effet. Une autre chose qui doit être soulignée, vu qu'on parlait de je vous posais des questions autour de votre poste et de votre fonction, avant d'aborder votre mission, c'est que vous êtes ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Vous avez par exemple inauguré en 2018 un consulat à Monaco dans le quartier de Fontvieille, et la principauté monégasque a un statut particulier, donc c'est un État indépendant sous protection de la France. En quoi les axes de travail que vous entretenez avec la principauté sont-ils complémentaires de ceux que vous développez avec la France?
C'est assez complémentaire. C'est sûr que nos liens avec Monaco sont beaucoup axés sur l'économie bleue. Donc, sur toute la question de l'environnement, ne serait-ce que par l'intérêt personnel du prince, il y a des liens très étroits sur l'économie bleue et l'Arctique. Donc, ce sont des lieux de partenariat qui sont vraiment spécifiques à la relation Canada-Monaco. L'intérêt existe aussi en France, mais c'est vraiment le créneau spécifique avec Monaco. Quoique, il y a moins de 2 heures, j'étais sur un webinaire avec la Chambre de commerce de Monaco pour motiver les entreprises, certaines entreprises monégasques à venir lorsqu'elles pourront au Canada pour une mission commerciale parce que de plus en plus, les entrepreneurs monégasques veulent s'exporter et ils considèrent le Canada comme lieu de croissance pour leurs entreprises. Mais je vous dirais qu'avec Monaco, c'est beaucoup plus pointu qu'avec la France où on a plusieurs champs de coopération, entre autres également toute la question du multilatéral. Naturellement. Donc, enfin, si vous le permettez, désormais, j'aimerais entrer un peu plus dans le détail de votre mission. Vous parliez de champs de relations différents entre la France et le Canada. C'est vrai que les relations qu'entretiennent nos pays, que ce soit des relations bilatérales ou au sein de cercles de coopération, donc le Canada comme la France sont membres du G7, du G20, de l'OTAN, donc de l'Alliance Nord-Atlantique, mais aussi de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc on peut considérer généralement que plusieurs champs de relations structurent les rapports entre deux pays, que ce soit une relation politique, économique, culturelle ou sécuritaire. Au regard de votre parcours et de votre expérience, et vous l'avez laissé entendre, votre nomination n'est-elle pas le choix de donner une place plus importante à l'économie dans les relations franco-canadiennes? Et une autre question qui en découle, quelle place pour les autres composantes de notre relation transatlantique, comme le multilatéralisme ou la lutte contre les défis globaux, surtout en ce moment, comme la santé ou le climat? Alors, je suis arrivée ici avec le rôle qu'habituellement un ambassadeur ou une ambassadrice a, soit de tisser et enrichir les liens entre les deux pays sur le front politique, économique, culturel et question de sécurité. Néanmoins, et comme je le disais dans mes propos d'introduction, je suis arrivée ici avec un mandat un peu plus précis, considérant le moment auquel j'ai été nommée. Alors, moi, j'ai été nommée au début du quinquennat de votre président. Le premier ministre Trudeau voulait marquer le début du quinquennat avec l'arrivée d'une nouvelle ambassadrice et il m'a mandaté de venir enrichir, développer davantage la diplomatie économique suite à la négociation du traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qu'on appelle le CETA, un mandat de diplomatie féministe et un mandat de diplomatie culturelle. Donc, diplomatie économique parce que le CETA était en place. Et je dois vous dire que c'est quand même assez probant d'avoir investi dans la diplomatie économique parce que juste avant le début de la crise de la COVID, les 3 années qui ont précédé le début de la crise de la COVID, nos échanges commerciaux ont connu une croissance de 30% et une croissance plus marquée pour les exportations françaises vers le Canada. Donc, les Français sont encore mécontents du CETA, mais les entreprises françaises utilisent davantage le CETA que les entreprises canadiennes. Je suis également arrivée avec le mandat de diplomatie féministe parce que le premier ministre Trudeau y croit et le premier ministre Trudeau se savait très bien aligné avec votre président de la République, Emmanuel Macron, particulièrement sur le thème de la parité entre les femmes et les hommes. Et je suis arrivée ici en me demandant, Félix,
comment et combien il serait facile de livrer cette mission. Parce que vos collègues m'ont décrit comme une activiste, je m'assume totalement comme une activiste, entre autres sur la question de l'égalité femmes-hommes. Mais je me demandais quelle place je trouverais dans ma nouvelle réalité de diplomate pour faire vivre cette passion et cette priorité. Et ça m'a pris moins d'une semaine, Félix, pour découvrir qu'il y avait un très grand appétit dans la société française d'entendre parler de différents modèles et de différentes actions à poser pour toujours faire mieux et plus, mais également pour s'allier, le Canada et la France, pour créer une tension utile sur d'autres pays qui n'ont pas la même passion et la même volonté de vouloir faire bouger l'aiguille plus rapidement et dans la bonne direction. Donc, c'est de faire vivre nos valeurs canadiennes ici, mais c'est également de faire équipe avec la France pour influencer d'autres pays et d'autres coins du monde à toujours faire mieux et plus pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis également arrivée avec la priorité de la diplomatie culturelle. Et la diplomatie culturelle, c'est de mettre au service de la diplomatie la culture. Ce n'est pas une question d'exporter nos artistes ou leur art, mais c'est de mettre au service de conversations des fois plus difficiles, de conversations des fois plus sensibles, la culture comme toile de fond pour ouvrir sur des conversations qui nous mènent à échanger sur nos valeurs et faire évoluer nos pensées. Par exemple, la diplomatie culturelle peut servir sur des conversations délicates comme la question des LGBTQ2, la question de l'immigration. Vous savez très bien qu'au Canada, l'immigration est un élément, un axe central de l'évolution de notre pays. Nous vivons au Canada sur le deuxième plus grand territoire au monde après la Russie et nous sommes que 40 millions. Sans l'immigration, nous ne pourrions pas garder le rythme, entre autres économique, de notre pays. Alors, des conversations sur l'immigration avec la toile de fond de la culture nous facilitent les conversations et les rendent plus accessibles et faciles. Donc, je vous ai donné mes 3 grandes priorités, mais la toile de fond demeure également qu'il a fallu s'allier sur tous les fronts et les forums, le Canada et la France, entre autres dans les dernières années, pour faire la promotion et défendre les intérêts du multilatéral. Parce que vous avez vu de grands pays, de grandes forces mondiales, certaines habituelles, certaines inhabituelles, à venir un peu chambouler les références sur le multilatéral et mettre en péril souvent les forces et les biens fondés de ce système. Alors, c'est à la fois de faire rayonner les valeurs canadiennes en France, mais de tisser de plus en plus d'alliances avec la France pour influencer dans d'autres coins du pays, d'autres coins du globe. Et je veux vous dire que la relation Canada-France est à moins de 7 ans de célébrer son centenaire. Alors, on est à quelques années de pouvoir affirmer que depuis 100 ans, nous avons des relations officielles, diplomatiques entre nos 2 pays et que cette relation a d'abord été fondée sur des raisons de paix et un fondement de paix qui s'est transformé en axe et en fondement d'amitié et sur lequel on bâtit et on enrichit d'autres priorités, comme entre autres la diplomatie économique. Bien, nous fêterons ce centenaire avec plaisir. Donc, pour résumer, diplomatie économique, les valeurs, avec notamment le combat pour la parité homme-femme, et diplomatie culturelle, ces 3 points qui sont extrêmement intéressants et importants. J'aimerais juste vous reposer une petite question sur le CETA.
Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant, c'était que les Français semblaient mécontents du CETA, mais que les entreprises françaises s'en satisfaisaient. J'ai quelques chiffres sous les yeux, donc pour un peu illustrer ce propos. C'est vrai que dans les faits, pour le moment, l'accord semble avoir davantage profité à l'économie française, qui a augmenté ses exportations vers le Canada, et dont les importations de viande bovine ont été très limitées. En 2018, seulement 0,006% des quotas autorisés. Pourquoi je parle de la viande bovine? Parce que c'était un des points d'accro et sur lesquels il y a eu le plus de débats, notamment autour des normes sanitaires, bon, le bœuf aux hormones, etc. Et vous vous battez, Madame Hudon, pour rappeler que les normes européennes et françaises restent en vigueur sur les produits importés. Et comment expliquez-vous ces réticences un peu des citoyens français et au sein de l'Union européenne, hein, c'est pas qu'en France, est-ce seulement pour vous un manque de compréhension de la part du grand public? C'est pas un manque de compréhension, mais c'est premièrement, vous avez une posture en France beaucoup plus protectionniste qu'en Amérique du Nord et particulièrement qu'au Canada. Nous, au Canada, on a passé à travers le processus d'accepter de faire le commerce avec d'autres pays parce que notre pays est tellement grand, nous avons tellement de ressources que pour faire rouler l'économie, on a besoin de plus que 40 millions de consommateurs. Donc, déjà, il y a une posture en France qui est beaucoup plus protectionniste qu'en Amérique du Nord ou au Canada. Deuxièmement, les leaders qui se sont décrits en opposant du CETA ont pris une posture politique face à la majorité et ont vu avec ce traité de libre-échange une opportunité de faire front commun contre la majorité et pas nécessairement contre le CETA ou contre le Canada, mais contre la mondialisation. Et malheureusement, on a fait les frais et on fait encore les frais de cette posture politique. Je dirais également qu'il y a eu trop longtemps un silence dans l'opinion publique sur, on entendait beaucoup les anti-CETA et pas assez les pro-CETA. Et moi, j'ai voulu à la fois faire le bilan du CETA avec des chiffres très probants et non pas des projections, mais des chiffres à l'appui. J'ai voulu aussi, et peut-être que vous avez lu des extraits d'un discours que j'ai livré au Sénat, mais j'ai voulu aller dire aux élus français qu'ils et qu'elles peuvent décider d'avoir une posture politique anti-CETA, mais qu'ils ne peuvent pas décrire mon pays comme étant un pays qui ne sait faire, qui ne sait élever, qui ne sait manger et qui ne sait parler. J'ai une passion pour mon pays et je n'ai pas apprécié qu'on malmène mon pays à travers des débats politiques. Maintenant, sur la question de la viande bovine, si je n'avais jamais été diplomate auparavant, je n'avais non plus jamais développé l'expertise d'agricultrice ou de productrice de bœuf, de porc et de poulet. Et j'ai dû rapidement apprendre de ce secteur pour aller défendre les grandes craintes qui s'étaient installées dans l'opinion française, c'est-à-dire qu'au Canada, il est tout à fait légal de produire du bœuf avec des hormones, quand en France, il est strictement interdit de produire de la viande bovine aux hormones. C'était installé dans l'opinion française l'idée que le Canada allait envahir le marché français avec notre bœuf aux hormones. Et il a fallu que je déboulonne cette idée que le Canada allait se permettre de faire ce qui est interdit de faire en France. Je ne pense pas, Félix, que j'ai complètement réussi, mais je pense m'être fait entendre auprès des élus
pour dire que ce qui est interdit en France le demeure interdit pour les entreprises canadiennes. Par contre, les agriculteurs français craignent le pire et craignent voir les consommateurs français choisir des produits autres que les produits français, et ils ont adopté cette posture politique de protectionnisme et de vouloir à tout prix que tous les produits soient français. Et ça, je ne suis pas convaincue. Disons qu'on est aux deux extrémités et qu'il va falloir se rencontrer, mais à un juste milieu. Mais disons que ça a été 3 années de débats intenses et j'ai voulu aller à la rencontre, non pas des supporters du CETA, mais des opposants. Alors, je suis allée voir des agriculteurs. Je suis allée en région pour voir des anti-CETA et discuter avec eux. Très souvent, Félix, je n'ai pas réussi à complètement leur faire changer d'idée. Mais je suis toujours partie en me disant, j'ai corrigé certaines des informations que ces gens avaient. Et moi, je me dis qu'il faut que des deux côtés d'un débat, on ait les bonnes informations et les réelles données pour réellement prendre de bonnes décisions. Dans les faits, l'accord a été ratifié par l'Assemblée nationale en juillet 2019 en France. Vous avez anticipé ma question. J'allais vous demander si vous parlez de rencontres, si vous aviez rencontré justement ces anti-CETA en France. Un des arguments, et vous parliez notamment de Canada bashing en parlant des élus français, un des arguments, c'était aussi de décrire le CETA comme un accord climaticide, avec l'idée que plus d'échanges à l'échelle, sur le globe, allaient favoriser l'émission de gaz à effet de serre. Pensez-vous que concernant l'environnement et le climat, hein, qui sont des luttes où le Canada est très actif comme pays, et vous défendez ces combats-là en France, main dans la main aussi avec le gouvernement français, je pense par exemple aux accords de Paris, pensez-vous que le CETA est respectueux de ses engagements environnementaux? Première entente de libre-échange, pas seulement négociée par le Canada, mais premier traité de libre-échange qui inclut un chapitre sur le climat. Et ce qui a beaucoup agacé certains environnementalistes français, c'est de constater l'absence de la mention de l'accord de Paris dans le document officiel du traité de libre-échange. Et sincèrement, je l'ai répété à maintes reprises, la seule raison pour laquelle on ne fait pas mention de l'accord de Paris dans le CETA, c'est que le CETA a été négocié avant le sommet de Paris et avant la signature de l'accord de Paris. Mais encore une fois, les anti-CETA ont voulu faire de cette histoire une grande histoire et essayer de dire que le CETA était anti-climat, quand au contraire, c'est le premier traité dans lequel on trouve un chapitre important sur le respect du climat. Et on a même ensuite, après la signature du traité de libre-échange, on a fait un plan d'action basé sur le respect des grandes lignes de l'accord de Paris pour le CETA. Mais quand même, les environnementalistes se sont posés contre le CETA en disant que le CETA s'opposait à l'accord de Paris. Vous voyez, il a fallu que je déboulonne plusieurs grands fantasmes qui s'étaient installés dans l'opinion publique. Et ce n'est pas terminé parce que l'Assemblée nationale a ratifié le CETA, mais le Sénat ne l'a toujours pas encore fait. Alors. Oui, c'est vrai que le vote au Sénat n'a pas encore été acté. Vous parliez de fantasmes. C'est vrai on verra à l'avenir si les projections de certains anti-CETA sont validées ou non. Et peut-être que ça donnera l'occasion de revoir le traité ou pour respecter cette clause climatique que vous évoquez. J'ai envie désormais de parler. Félix, je vais vous donner un exemple d'un fantasme sur la viande bovine. On disait qu'on allait répandre notre viande aux hormones
partout sur le territoire et que la viande canadienne élevée aux hormones allait remplacer l'excellente viande française. Premièrement, la viande canadienne élevée aux hormones ne passe pas les frontières parce que c'est interdit en France. Et par contre, il y a certains éleveurs qui élèvent sans hormones, mais très peu. Et j'ai voulu imager ce fantasme lorsque je suis allée au Sénat, et je remercie mes collègues qui m'ont trouvé cette image, mais les Français, en moyenne, dans les 3 dernières années, soit les 3 premières années de la mise en place du CETA, ont mangé l'équivalent d'une doliprane de bœuf canadien. Une doliprane. Et pas la 1000 mg, mais la 500 mg. Donc, vous voyez, il fallait rectifier le discours en y apportant certaines données réelles pour diminuer les fantasmes. Je vous ai interrompu, Félix, mais En espérant que ça ne leur ait pas donné mal à la tête. Réaction. Bon, sur ces traits d'humour, je vais vous laisser tranquille avec le CETA. On va parler un peu de culture aussi, vous parlez de culture, de valeurs. C'est vrai que les liens qui unissent nos deux pays sont très profonds, à commencer par la langue, que ce soit via l'Organisation internationale de la francophonie ou des chaînes comme TV5 Monde, le Canada agit pour la francophonie. Nous vibrons en lisant les mêmes poèmes, en écoutant les mêmes chansons. Je pense à des artistes comme Robert Charlebois ou Céline Dion et tant d'autres. C'est vrai que la langue française est un lien indéfectible qui lie nos deux pays, et en particulier le Québec avec la France. Et si je ne m'abuse, vous êtes québécoise de cœur. Concernant le Québec, qui est un îlot de culture francophone dans un Canada à majorité anglophone, comment fait-on, Madame Hudon, pour être québécoise et canadienne? C'est très facile. C'est très facile, à vrai dire. C'est très facile, surtout quand on assume avec passion qui nous sommes comme Québécois et comme Québécoises. Et je vous dirais que lorsque j'ai accepté de prendre la présidence de la financière Sun Life au Québec, Sun Life est une entreprise pan-canadienne, mais qui n'avait pas les mêmes succès au Québec parce qu'elle se présentait comme une entreprise plutôt anglophone et plutôt seulement canadienne et ne faisait pas vibrer les cordes sensibles des Québécois. Ça se réconcilie très bien, être québécoise et canadienne, mais il suffit d'avoir du doigté, de la détermination et des convictions profondes. C'est-à-dire les convictions de vouloir vivre en français, mais les convictions également qu'il fait bon vivre ailleurs également. Donc, il faut avoir, si on exige des autres l'ouverture sur nous, il faut également avoir l'ouverture sur les autres. Et ce mariage n'est pas vide de confrontation, Félix. Ce mariage n'est pas fluide à tous les jours, mais c'est un mariage tout à fait possible. Et là, vous aurez deviné que je suis fédéraliste et non séparatiste. Mais moi, j'y crois vraiment, mais il faut garder la conversation fluide et existante entre les anglophones et les francophones. Cette langue, au Québec, c'est notre première langue, le français. On sort du Québec et c'est majoritairement l'anglais qui est parlé et une culture nord-américaine. Donc, c'est un beau mariage, mais qui, comme tous les mariages, doivent être entretenus. Mais je vous dirais que la leçon, et ayant travaillé à Toronto pendant plusieurs années, il faut se rappeler que lorsqu'on exige des autres une ouverture sur nous, qu'on doit également avoir cette ouverture vers eux. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance du multilatéralisme à l'échelle mondiale, l'importance des rapports respectueux, toujours à l'écoute pour échanger et arriver à construire quelque chose ensemble. Bon, en France, on a un personnage
historique très important, notamment qui a fondé la Ve République. Je parle du général de Gaulle. On parle du Québec, on a tous en tête cet épisode d'avril 67 où il prononce les mots Vive le Québec libre. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un scandale diplomatique, hein, et à juste titre. Et vous parlez de séparatistes en parlant enfin, j'imagine des personnes qui sont pour l'indépendance du Québec. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des Québécois qui sont sensibles à ces mots du général de Gaulle? Sont-ils nombreux, sont-ils actifs, ou est-ce que c'est quelque chose qui appartient au passé maintenant? Il y a encore, il y a encore des Québécois qui sont attachés à cette cause. Je vous dirais que ce ne sont pas les années les plus dynamiques et actives de cette cause, mais oui, et il y a deux partis politiques au Québec qui militent en faveur de la souveraineté. Il faut faire attention avec le choix de vocabulaire. Je viens de m'apercevoir que ici, séparatiste n'a pas la même définition qu'au Québec. Donc, on va rester sur l'utilisation du mot souverainiste. Et oui, Félix, ce mouvement existe encore, mais ce ne sont pas les années les plus dynamiques pour ce mouvement. C'est ça. Et politiquement, la solution peut-être, c'était de représenter politiquement, j'imagine, ces mouvements. Comment cette province, donc le Québec, a-t-elle été gérée politiquement par le Canada sans que cela n'affecte l'unité nationale? Il y a différentes périodes dans cette histoire de relations entre Ottawa et Québec. C'est une relation ô combien importante à gérer parce que le Québec, comme vous le savez, avec l'Ontario, c'est là où réside une grande partie des Canadiens et où l'économie roule à plein, particulièrement au sud du Québec et au sud de l'Ontario. Alors, c'est toujours un défi de taille pour un premier ministre du Canada, tout comme pour le premier ministre du Québec, de trouver des terrains d'entente et des terrains d'alliance pour que le fédéral et le gouvernement du Québec travaillent ensemble. Vous faites référence au général de Gaulle. Le général de Gaulle a aussi inspiré, pas seulement les souverainistes, mais a inspiré des dirigeants politiques et économiques au Canada qui croient en la Fédération canadienne, mais qui ont quand même reconnu une spécificité au Québec et se sont donné le droit de s'affirmer de façon plus spécifique, ferme et visible, sans pour autant aller vers la souveraineté. Donc, le général de Gaulle en a inspiré plusieurs au Québec. Et c'est vrai qu'en 67, sa déclaration était quand même d'un point de vue diplomatique, ça a quand même fait de grandes vagues, mais ça reste dans l'histoire du Québec et dans l'histoire du Canada une des grandes déclarations. Oui, un petit mot aussi peut-être sur la francophonie. C'est vrai que la France et le Canada sont deux grands piliers de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Quels projets autour de la francophonie vous tiennent particulièrement à cœur? Le président Macron et le premier ministre Trudeau se sont mis d'accord sur l'importance pour l'OIF d'aller vers les jeunes, de faire rayonner la francophonie aussi dans la sphère numérique et de mandater l'OIF sur la question de l'égalité femmes-hommes. Donc, l'OIF a une action à la fois politique et également sur le terrain avec des programmes d'aide. Et lors du dernier sommet, le président Macron et le premier ministre Trudeau se sont aussi mis d'accord à ce que l'OIF se recentre sur les grandes priorités que je viens de mentionner et prenne une place importante et continue de prendre une place importante dans l'univers du multilatéral pour que la francophonie
soit influente auprès des dirigeants des grandes puissances, mais également à travers différents continents. Et c'est une organisation à laquelle le Canada est très attaché. D'ailleurs, vous parlez du Québec. Le Québec a son siège également à l'OIF. Alors, c'est une organisation qui nous tient à cœur parce que, la francophonie nous tient à cœur, mais également parce que le multilatéral nous tient à cœur. Il n'y a pas que la langue qui unit nos deux pays, il y a aussi les valeurs. Et bon, c'est un sujet que vous avez beaucoup abordé déjà. Donc, je vais vous poser des questions un peu plus précises maintenant sur la parité homme-femme, le combat pour une meilleure représentativité des femmes à toutes les échelles, à tous les niveaux de la société. Vous avez créé l'effet A, qui a pour but de faire rayonner les femmes dans le monde. Vous avez aussi coprésidé avec Melinda Gates le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes lors du G7 de 2018. Là, je vais prendre quelques questions de nos auditeurs sur ce sujet-là. On a deux questions. La première, quel est le sujet prioritaire pour le gouvernement de M. Trudeau à l'intérieur du Canada concernant l'égalité homme-femme? Et une autre question sur le même sujet, quelle est la politique intérieure du Canada sur les drames des féminicides depuis la tuerie de 1989? Et avez-vous eu des discussions sur le sujet en France? Donc, pour la dernière question, c'est souvent non, pas souvent soulevé. Ça a été à quelques reprises soulevé dans mes conversations durant les 4 dernières années, mais pas aussi souvent que je l'aurais cru. Mais le Canada est resté marqué par cette tragédie et a accéléré les actions prises et les décisions prises par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la question des armes à feu et la question de l'égalité femmes-hommes et la protection des droits des femmes. Sur votre première question, Félix, depuis mon arrivée ici, je vois une grande similarité entre la France et le Canada sur la question de l'égalité femmes-hommes. Par contre, une petite différence. Au Canada, on parle beaucoup de la défense de la place des femmes dans la société, quand en France, on parle beaucoup de la défense des droits des femmes. C'est à peu près pareil comme dynamique, mais il y a quand même de petites différences parce que en France, vous légiférez énormément comparativement au Canada, où on vote beaucoup moins de lois. Et ça ne veut pas dire qu'on pose moins d'actions, mais on légifère moins avant de passer à l'action. Toute la question des droits des femmes est une grande priorité au Canada, mais on milite beaucoup pour que les femmes soient visibles et audibles. Donc, et ça, autant dans les sphères publiques que dans les entreprises privées. Je vous dirais que c'est sûr que j'aimerais vous dire comme Canadienne que le Canada est peut-être un peu plus à l'avance que la France. Je ne pense pas que je peux affirmer avec trop d'assurance que l'un ou l'autre des pays est en avance de l'autre. Je pense qu'on fait les choses différemment, mais on a quand même le même objectif et surtout, on a la même volonté de bouger plus vite qu'on a bougé dans les dernières années ou que d'autres pays bougent. Une autre question qui vient d'un de nos auditeurs, pardon. Ancien étudiant de McGill, j'ai eu la chance de bénéficier du partenariat franco-québécois. Néanmoins, ce partenariat suscite de vives critiques de la part des Canadiens non québécois. Avez-vous un commentaire? Bon.
ici, premièrement, ça me surprend que vous ayez étudié à McGill et qu'on n'ait pas réussi à vous garder au Canada. Parce qu'on est quand même assez performant, le Canada, pour attirer les étudiants étrangers et les garder après leur diplomation. À quoi fait référence votre collègue ici, c'est que les étudiants français qui étudient au Québec, vous bénéficiez du coût de scolarisation que les Québécois paient. Les non-Québécois paient une facture un peu plus importante et ça dérange les Canadiens non-Québécois de voir que des Français ont accès à l'éducation de certaines universités québécoises à un prix moins compétitif. Ouais, non, je devrais vous dire plus compétitif que le prix que les Canadiens non-québécois ont. Donc, c'est un peu non pas une dispute, mais une conversation musclée au Canada. J'imagine, il s'agit de discuter, de converser. C'est vrai que je rappelle que le Canada quand même reste une destination que les étudiants français apprécient. Entre 2006 et 2016, le nombre d'étudiants français au Canada a été multiplié par 2 pour atteindre le chiffre de 220 000 étudiants français au Canada. Donc c'est non négligeable, mine de rien. Une autre question, un peu différente cette fois-ci, plus sur le fonctionnement et les dessous de la diplomatie, donc qui est un sujet qui soulève beaucoup de questions et d'interrogations. Emmanuel Macron parlait il y a un peu plus d'un an d'un état profond, entre guillemets, au sein du Quai d'Orsay et dans les réseaux de diplomatie en général. Existe-t-il aussi au Canada une dissonance entre le Premier ministre Justin Trudeau et les diplomates canadiens? Quelle est votre marge de manœuvre sur vos dossiers? Moi, je ne ressens pas de dissension entre la diplomatie canadienne et le Premier ministre. Je sens par contre une très grande connaissance de la part des diplomates de ce qui se passe dans le monde. Et bien évidemment, les diplomates individuellement et collectivement ont beaucoup plus d'informations à jour que le Premier ministre, considérant tous les sujets et les dossiers qu'un Premier ministre doit gérer. Mais je ne sens pas de dissension. Je trouve d'ailleurs, c'est un de mes constats, Félix, de vivre dans la diplomatie et avec des hauts fonctionnaires, je trouve exemplaire la résilience des hauts fonctionnaires et leur passion de servir leur pays en respectant que la volonté politique et la direction donnée par le pays et qu'ils et qu'elles doivent assumer cette direction. Donc, je pense aussi que par notre personnalité, les Canadiens, on s'affronte moins que les Français. Disons que vous aimez vous affronter verbalement. Les Canadiens, on a un peu moins cette approche. Et parlant de diplomatie, il y a un article qui est paru dans le Monde le week-end dernier qui disait la diplomatie en quête de réinvention, particulièrement avec la COVID. Et dans les dernières lignes, on lit, et je trouve intéressant, on dit que la diplomatie, selon l'une des définitions, est l'art de gérer la séparation. Une technique consistant dans tous les domaines à réduire les antagonismes et les fossés séparant les individus ou les collectivités. Donc, peut-être que les Français tentent de fermer ou de rapprocher ces différences en argumentant de façon plus passionnée, mais au Canada, je ne sens pas de dissension avec le Premier ministre. Et vous savez quoi, Félix? Les hauts fonctionnaires et les diplomates ont vécu sous un régime conservateur qui avait une vision du monde beaucoup plus à droite. Et en 2015, le premier ministre Trudeau arrive beaucoup plus centre-gauche. Les hauts fonctionnaires se sont adaptés. Je trouve remarquable
leur adaptabilité et leur résilience. Merci pour cette réponse et pour votre avis, votre ressenti sur ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour toutes ces questions. Une dernière question avant de clore ce débat et cet entretien, cette discussion. C'est une question assez large qui s'adresse notamment pour des étudiants. Je suis étudiant, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont étudiants. Vous avez l'air de vous épanouir à votre poste actuel. Quels conseils donneriez-vous à des étudiants qui sont sur le point d'entrer dans le monde professionnel? Soyez curieux, curieux, curieuse, curieuse et soyez attirés par votre contraire. C'est-à-dire que évitez de trop rester dans votre zone de confort. La sortie de crise de la COVID-19 vous ouvre des opportunités merveilleuses. Je sais que c'est difficile actuellement de voir ces opportunités, mais nous allons rebondir dans un nouveau monde qui sera totalement ouvert à la créativité, aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire, et c'est votre opportunité à saisir. Nous, on va rester là, les 50 ans et plus, mais on aura besoin de votre impulsion, on aura besoin de votre créativité, votre volonté à vouloir faire les choses autrement. Donc, demeurez curieux et curieuse toute votre vie durant. D'ailleurs, c'est ce qui me garde en vie et vous savez quoi? C'est ainsi qu'on peut continuer à toujours apprendre en demeurant curieux et curieuse et en étant attiré par notre contraire. Est-ce que vous savez où votre curiosité vous mènera après votre poste actuel? Je pense que, pas je pense, mais j'aimerais bien retourner dans le milieu des affaires. Je m'ennuie de gérer en bon français un top line et un bottom line. Je m'ennuie d'être dirigée par des objectifs quantifiés et de la performance quantifiable. Je m'ennuie de la pression de la rentabilité. Et je crois sincèrement qu'un retour dans le secteur privé, pour moi, avec mes 4 dernières années ou 5 dernières années de diplomate, feront de moi une dirigeante d'entreprise encore plus complète. Madame l'ambassadrice, Madame Isabelle Hudon, merci beaucoup. Je vous remercie vivement au nom des Mardis de l'ESSEC pour votre présence ce soir et toutes vos réponses sincères. Et à titre personnel, c'était un réel plaisir de réaliser cet entretien et ce débat avec vous. Merci encore. Merci.